Le 9 janvier dernier, un nouveau chapitre s'est ouvert pour la dynastie Dassault. Un changement discret de pouvoir pour une entreprise qui n'a eu que 4 patrons en près d'un siècle. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Cette semaine, on plonge dans les coulisses d'un groupe stratégique pour la France en plein chamboulement. Dassault, un empire bleu-blanc-rouge. Épisode 3, un pied dans l'avenir, un œil sur l'opinion. Chers auditeurs, lorsque l'on évoque le nom de Dassault, vous pensez sûrement à l'aviation et au célèbre Rafale. On a vu dans l'épisode précédent que le groupe français est un pionnier de l'industrie aéronautique. Pourtant, cet empire familial va bien au-delà des pistes de décollage. L'empire s'étend de l'immobilier à la vente aux enchères, en passant même par la viticulture. Depuis plusieurs décennies, Dassault s'est surtout diversifié dans des domaines inattendus, mais stratégiques. Le numérique avec Dassault Systèmes, leader mondial des logiciels de simulation, et la presse avec le groupe Figaro, pilier de l'information française. Pourquoi ces deux secteurs, pourtant si différents, font-ils partie intégrante de la stratégie du groupe ? Quels défis rencontrent-ils aujourd'hui ? Et comment incarnent-ils la vision unique de la famille Dassault ? La réponse dans cet épisode. Dans le premier épisode de cette série, on a évoqué un personnage qui aurait pu prendre les rênes du groupe Dassault. Dassault Systèmes et Outscale, c'est un futur crédible, solide et sur lequel nous investissons. Bernard Charlès, c'est donc le patron de Dassault Systèmes. Cette branche reste méconnue du grand public et pourtant, c'est un pilier du groupe familial. Et pour en parler aujourd'hui, j'accueille en studio Arnaud Bouillin, rédacteur en chef du service économie à l'Express. Bonjour Arnaud. Bonjour Charlotte. Arnaud, quand on a discuté ensemble de cette série sur Dassault, tu m'as dit qu'il ne fallait surtout pas négliger cette branche du groupe. Dassault Systèmes, ce n'est pas de l'aviation, mais c'est un acteur majeur dans le monde de la technologie. Effectivement, c'est l'une des plus belles réussites de la tech française, au point que le nom de Dassault est désormais connu à l'étranger autant pour ses logiciels sophistiqués que pour ses avions de combat. L'entreprise, elle a vu le jour en 1981, d'abord comme une filiale de Dassault Aviation. À l'époque, l'idée, c'était de développer des outils numériques pour améliorer la conception des avions. Et l'un d'eux a eu beaucoup de succès, il s'appelle CATIA, avec un C. C'est un logiciel qui permet de créer des maquettes en 3D avec une précision inédite. CATIA a tellement révolutionné le secteur aéronautique que Dassault Systèmes l'a développé ensuite pour d'autres industries, comme l'automobile ou la construction navale. Aujourd'hui, l'entreprise est cotée en bourse et sa capitalisation est presque 3 fois supérieure à celle de la branche aviation. Et qu'est-ce que ça représente concrètement ? Bien, ça veut dire qu'en bourse, Dassault Systèmes vaut aujourd'hui plus de 44 milliards d'euros. L'an dernier, l'entreprise a réalisé plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elle emploie plus de 20 000 personnes dans le monde. Et ces logiciels sont utilisés par des entreprises dans plus de 140 pays. Ça montre bien son influence aujourd'hui. Dassault Systèmes, c'est donc un peu le champion du logiciel. Mais ce qui fait véritablement le succès de cette filiale, ce sont ses innovations en numérisation et modélisation 3D. Oui, notamment avec la plateforme 3D Experience. C'est un écosystème numérique qui regroupe tous les outils nécessaires à la conception, la simulation et la gestion des produits dans un seul environnement collaboratif. Ainsi, elle permet aux équipes de travailler ensemble, à distance, et d'optimiser chaque étape dans la chaîne de production. Les prototypes d'un nouveau robot, par exemple, peuvent être testés virtuellement avant même d'exister physiquement. C'est un outil qui est devenu clé pour les entreprises qui cherchent notamment à réduire leurs coûts tout en accélérant leur délai de mise sur le marché. Ça, c'est ce que propose déjà Dassault Systèmes, mais si la branche veut conserver sa place de numéro 1, elle va devoir continuer à innover. Quels sont les axes de développement de la filiale pour les années à venir ? Eh bien, l'entreprise investit massivement dans l'intelligence artificielle, le métaverse industriel et la simulation médicale. Par exemple, elle collabore aujourd'hui avec des chercheurs pour modéliser le corps humain en 3D, ce qui pourrait révolutionner la médecine personnalisée. Et comment ? Je te propose un petit exercice d'imagination. Tu es un chirurgien cardiaque dans un hôpital public. Tu travailles beaucoup, tu as énormément de patients. Tu dois opérer l'un d'entre eux et tu regardes ses radios, mais tu te demandes de quelle manière tu pourrais procéder. Comment être le plus efficace tout en limitant le danger pour le patient. Et maintenant, imagine que tu puisses tester l'opération pour évaluer les risques en amont. Tester l'opération, j'imagine que si je suis chirurgien, ça me serait bien pratique, mais je pense que je vais avoir du mal à trouver des volontaires pour ces tests. C'est là qu'intervient la modélisation numérique. Dassault Systèmes travaille sur un projet appelé Living Heart qui simule le fonctionnement d'un cœur en 3D. Ça pourrait révolutionner la médecine en permettant notamment aux chirurgiens de tester, de simuler des interventions avant de les réaliser, en ayant des sortes de jumeaux numériques des patients.
L'objectif, c'est de fusionner l'expertise de l'ingénierie, de la science et du biomédical pour le traduire en qualité de soins pour le patient. Ça semble assez révolutionnaire en effet. Arnaud, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui utilisent ce type de simulation 3D ? Oui, l'autre innovation majeure, c'est la simulation environnementale. Les villes utilisent les logiciels de l'entreprise pour planifier des infrastructures plus durables ou simuler l'impact des changements climatiques. Concrètement, à Singapour, par exemple, ces outils ont permis d'optimiser la construction de nouveaux quartiers en prenant en compte les risques d'inondation qui sont un problème crucial pour une île comme Singapour du fait de l'élévation du niveau de la mer. Les autorités locales ont testé aussi virtuellement l'impact de la densité urbaine sur les transports en commun, ce qui a conduit à des améliorations tangibles dans la fluidité des déplacements. On voit bien ainsi comment ces logiciels peuvent permettre d'anticiper les défis de demain. Dassault Systèmes, à la fois moteur de croissance et vecteur d'image pour le groupe. Merci beaucoup Arnaud pour ton expertise. À bientôt Charlotte. Mais chers auditeurs, la filiale numérique n'est pas la seule à porter la réputation du groupe. On va maintenant s'intéresser à une autre facette de l'Empire, son influence médiatique. La première fois que j'ai rencontré Serge Dassault, c'était fin octobre 1997 et il cherchait à acheter l'Express. Et je lui dis, mais pourquoi voulez-vous acheter des journaux ? Ce ne sont que des emmerdements. Et il m'avait répondu, je veux acheter des journaux parce que mon père en avait. Celui que vous venez d'entendre, c'est Denis Jambard, ancien directeur de l'Express. Et pour parler de l'empire médiatique des Dassault, j'ai fait appel à Étienne Girard, rédacteur en chef du service Société. Bonjour Étienne. Bonjour Charlotte. Étienne, c'est monnaie courante pour les grandes familles de milliardaires de détenir des médias. Je pense par exemple à Vincent Bolloré avec le groupe Canal+, à la famille Bouygues pour TF1 ou à Xavier Niel avec Le Monde. Et Dassault ne fait donc pas exception à la règle. Marcel Dassault avait même créé un hebdomadaire, Jour de France, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Oui, donc ça remonte à loin dans la famille Dassault aujourd'hui. Dassault, c'est l'actionnaire majoritaire du Figaro et de Gala. L'acquisition du Figaro en 2004 s'inscrit dans une stratégie d'influence. Serge Dassault voulait étendre la présence de son groupe au-delà de l'industrie en investissant dans un domaine clé, les idées, l'opinion publique. Le Figaro, c'est un journal historique, influent en France, qui représente plutôt la droite, avec une audience massive. Posséder un tel média, c'est donc avoir une voix dans les débats sociétaux et économiques. Ça renforce l'image et le poids de Dassault dans la société. Un indice et une preuve de ça, c'est que lorsqu'il était vivant, Serge Dassault, tous les ans, le 1er janvier, il écrivait dans le Figaro les vœux de Serge Dassault, dans lesquels il passait au lecteur une partie de ses idées politiques, par exemple une de ses idées fixes, la fin des 35 heures et le retour aux 39 heures. Et le Figaro, ce n'est pas le seul titre de presse qui intéresse Dassault. Dès les années 90, le groupe cherche à se faire une place dans la sphère médiatique. Effectivement, il y a une vraie généalogie. En 1997, Serge Dassault fait une offre pour acquérir l'hebdomadaire Le Point, mais ça ne marche pas. Peu après, Serge Dassault jette son dévolu sur l'Express. Premier échec. En 1998, il se rabat sur le groupe Valmonde, qui édite Valeurs Actuelles, confie la gestion à son fils. 1999, première tentative pour entrer dans le capital du Figaro, qui appartient à l'époque à la Sogpresse. Nouvel échec à l'époque. C'est en 2002 qu'il peut commencer à voir son rêve de plus près. Il entre à hauteur de 30% dans la Sogpresse pour quelques 457 millions d'euros, ça donne le tournis. Mais Serge Dassault n'a pas vocation à rester un actionnaire minoritaire, il ne cache pas ses ambitions. Je veux que les gens qui parlent, ou les journalistes, aient peut-être un peu plus d'informations sur la réalité des choses. Donc vous achetez les journalistes en quelque sorte? Non, pourquoi? On peut en parler, c'est les convaincre. Mais si vous n'y arrivez pas sans être propriétaire du groupe de presse, là vous essayez d'y arriver en étant propriétaire. Bon, en n'étant pas propriétaire du groupe de presse, on ne peut rien faire. Hein. Bon, il ne faut pas se dire qu'on fera quelque chose en étant propriétaire, hein, parce que c'est très bien que les ventes sont difficiles. Oui, pour Serge Dassault, le moment clé survient en septembre 2002, quand la Sogpresse veut racheter le groupe L'Express, l'Expansion, qui appartient alors à Vivendi Universal. L'avionneur avance 230 millions d'euros, il devient propriétaire.
Puis, en 2004, il rachète Le Figaro et revend l'Express en 2006 au groupe belge Roularta. Est-ce que ces rachats de la part de Serge Dassault ont eu des répercussions sur les lignes éditoriales ? L'honnêteté oblige à dire, Denis Jambard l'a raconté dans un livre, que lorsque Denis Jambard dirigeait l'Express, il raconte avoir fait l'objet de plusieurs interventions de Serge Dassault, visant par exemple à supprimer des sujets du journal. Il a toujours refusé de le faire et Serge Dassault n'avait pas insisté. Quant au Figaro, on peut dire que la ligne éditoriale n'a pas évolué. Il a renforcé sa position comme quotidien de référence de la droite conservatrice. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que le journal est devenu une simple extension des intérêts du groupe. Les journalistes ont toujours affirmé leur indépendance de la maison mère, même si évidemment les articles relatifs par exemple au pays client des Rafales était délicat. Quand Serge Dassault a été l'objet de procédures judiciaires, le journal Le Figaro s'est toujours montré assez timide, assez prudent dans la couverture des faits. On ne peut pas dire qu'il les traitait avec beaucoup de passion. Mais Dassault a plutôt adopté une position discrète dans la gestion éditoriale, justement pour éviter ces critiques, à l'exception des fameux vœux du 1er janvier. Étienne, pendant l'entre-deux-tours des élections législatives l'été dernier, je me souviens de rumeurs concernant la vente du Figaro au groupe Bolloré. Est-ce qu'on peut imaginer Dassault se séparer du journal ? Je ne sais pas. En tout cas, s'il s'en séparait, ce ne serait pas pour des raisons de chiffre d'affaires ou de besoin d'argent. Aujourd'hui, le Figaro, c'est un investissement plutôt rentable. Un chiffre d'affaires de 555 millions d'euros en 2023, 6,5% de plus qu'en 2022, donc une forme de croissance. L'industriel n'a jamais ménagé ses investissements pour compenser le déclin du papier. Il a racheté des sites internet de sites de petites annonces, il a financé la construction de studios de télévision, il a accompagné la diversification du Figaro dans l'e-commerce, l'édition, le groupe de presse qui compte aussi dans son portefeuille Madame Figaro, le Figaro Magazine ou le Particulier, est donc l'un des tout premiers à avoir su diversifier ses activités, par exemple dans la billetterie, le voyage sur mesure et d'autres choses. Si on compare, Étienne, le cas du Figaro avec d'autres groupes de presse, par exemple ceux détenus par Xavier Niel ou Vincent Bolloré, est-ce qu'il y a des différences majeures ? Ce qui est intéressant de regarder, c'est les liens entre les intérêts, l'idéologie que souhaitent porter leurs propriétaires et la ligne éditoriale du titre. Là où il y a le plus de différences, le moins d'intervention, c'est sans doute Xavier Niel. Lui, il présente une vision assez entrepreneuriale. Il a investi dans des titres en difficulté comme Le Monde pour leur donner un nouveau souffle. Il y a eu de nombreux recrutements de journalistes et il est réputé ne jamais intervenir sur la ligne éditoriale du titre qui reste totalement étanche. À l'autre bout du spectre, il y a Vincent Bolloré, lui qui est réputé avoir une approche beaucoup plus interventionniste dans ses médias. On se rappelle de licenciements de journalistes pour s'être moqué de certains présentateurs dans des spots sur Internet. Il a passé 20 ans à Canal+, et son éviction du groupe est devenue le symbole de la fin de l'esprit Canal. Bonsoir Sébastien Cohen. Carrément, bonsoir. Quand même, un petit peu. Il a mis en place une vraie synergie entre ces médias, par exemple CNews, le Journal du Dimanche, Europe 1, avec une certaine homogénéité idéologique. Il a contribué à restructurer ces médias autour d'une idéologie beaucoup plus conservatrice. Concernant Dassault, on est un peu entre les deux. La posture est discrète, elle en reste pas moins influente. Les vœux du président tous les 1er janvier permettaient de montrer que Serge Dassault, dans Le Figaro, voulait parfois utiliser son média pour faire passer des messages politiques, mais la rédaction du Figaro est considérée comme restant de qualité, tout en soutenant une ligne éditoriale de droite conforme aux intérêts du groupe Dassault. On a parlé de Dassault Systèmes, du Figaro. Le numérique et la presse, ce sont des activités assez différentes. Alors, comment l'industriel réussit-il à les intégrer dans une stratégie globale ? Alors, elles répondent à une logique commune, c'est renforcer la solidité, la visibilité du groupe. Dassault Systèmes, avec ses innovations technologiques, représente l'avenir, la croissance, tandis que le Figaro, ça symbolise l'influence, la présence dans le débat public du groupe. Les défis sont nombreux. Dassault Systèmes doit rester à la pointe face à des concurrents puissants, et le Figaro, lui, doit s'adapter à un marché de la presse en pleine mutation. Mais cette diversification est aussi une forme de résilience. Le groupe ne dépend pas que d'un seul secteur.
L'Empire d'Assaut à la croisée des chemins entre influence, innovation et pouvoir. Merci beaucoup Étienne. À bientôt. Chers auditeurs, cette immersion dans le secteur des médias ne fait que préparer le terrain pour ce qui nous attend dans le prochain épisode, le rôle politique du groupe Dassault. Alors rendez-vous demain pour la fin de cette série. N'hésitez pas à parler de la loupe autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast comme Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Dassault, un empire bleu-blanc-rouge est une série originale de La Loupe, écrite par Léa Bertrand et réalisée par Jules Cros.